Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons suivre les traces de l'apôtre Paul et de l'Arche de l'Alliance. Nous sommes à Tel Afek, un lieu extrêmement important pour l'Ancien et le Nouveau Testament, mais encore méconnu de la plupart des gens. Venez avec moi découvrir l'histoire et l'archéologie de cet endroit. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Tel Afek a plus de 5000 ans d'histoire. Ici ont vécu des Cananéens, des Égyptiens, des Philistins, des Grecs, des Romains. Et il y a un peu plus de 2000 ans, celui qui conquiert toute cette région, c'est le roi Hérode le Grand. Et il change le nom d'Afek en Antipatrice, en l'honneur de son père Antipater. Et cela signifie qu'Afek et Antipatrice sont deux noms différents pour le même endroit. Et il prend cette zone qui était en grande partie en ruine et il reconstruit la ville. Et parmi les nombreuses œuvres qu'il a réalisées ici, il a aussi construit cette rue. Nous marchons sur une rue d'origine qui a plus de 2000 ans. Mais le roi Hérode le Grand n'a pas seulement construit la rue. Il construit aussi ici une forteresse du même nom, la forteresse d'Antipatrice. En plus d'un odéon qui se trouve juste à côté de nous, on va aller le découvrir. Un odéon est un petit théâtre romain, comme vous pouvez le voir ici. Nous savons que le roi Hérode le Grand avait un mélange de nombreuses cultures et origines. Son père était édomite, sa mère nabatéenne arabe, son grand-père s'est converti au judaïsme, il a reçu une éducation romaine. Je veux dire, vraiment, Hérode était un véritable mélange de culture, de religion et d'influence. Mais de tout cela, nous savons qu'Hérode aimait vraiment la culture romaine. Et nous voyons cela aussi dans ses constructions. Il construit des théâtres, des hippodromes, des temples païens. Il apporte vraiment la culture romaine en Israël, même si plusieurs fois la population locale n'aime pas cela et se révolte même contre ces pratiques. Parce que lorsque nous voyons ici ce théâtre qui semble si beau, il faut se rappeler qu'ici étaient probablement organisés des spectacles de musique, de danse, avec des thématiques païennes. Derrière nous, on peut voir que la végétation recouvre la majeure partie du théâtre. Mais il a bien été retrouvé. Il se trouve sous tout cela. Mais ce que je veux que vous regardiez ici avec moi, c'est justement ce côté, ici où se trouvait la scène où ces spectacles païens avaient lieu. Alors ici, imaginez la scène avec un spectacle qui s'y déroule, mais regardez comme c'est intéressant. Ici, nous voyons ces arches, elles soutenaient la partie souterraine du théâtre. Donc ici, c'était comme des coulisses souterraines. C'est intéressant parce que cela amène aussi les spécialistes à croire que ce n'était pas la seule construction souterraine qu'il y avait, qu'il y a effectivement d'autres constructions sous terre qui n'ont pas encore été découvertes. Cela a tout son sens parce que la grande majorité d'Afek n'a même pas encore été fouillée. Mais nous ne sommes pas venus ici pour assister à des spectacles de paganisme, mais bien pour parler des passages bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament qui se sont déroulés ici. Alors sortons de l'Odéon et poursuivons notre aventure biblique. Environ 40 ans après la mort du roi Hérode le Grand, c'est l'apôtre Paul qui marche dans ces mêmes rues.
Mais il ne marche pas ici en liberté, il est amené à Antipatris de force. C'est parce qu'il avait été arrêté à Jérusalem et quand il était sur le point d'être fouetté par les soldats romains, il leur dit qu'il était citoyen romain et qu'il avait le droit d'être jugé par César lui-même. Et c'était vrai, Paul était originaire de Tarse, en Cilicie, en Asie mineure. Le commandant ordonna que Paul soit emmené à la forteresse et qu'il soit interrogé sous la flagellation pour savoir pourquoi il criait ainsi contre lui. Alors qu'il l'attachait avec des courroies, Paul demanda au centurion qui se trouvait là, « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain sans qu'il ait été condamné ?» Aussitôt, ceux qui allaient l'interroger sous la flagellation s'éloignèrent. Le commandant lui-même eut peur lorsqu'il apprit que Paul était romain, parce qu'il avait ordonné de l'attacher. Alors les soldats, suivant leurs instructions, prirent Paul et le conduisirent de nuit à Antipatris, et le lendemain, ils retournèrent à la caserne, laissant les cavaliers continuer avec lui. Lorsqu'ils arrivèrent à Césarée et remirent la lettre au gouverneur, ils présentèrent Paul devant lui. Et donc Paul doit être conduit de Jérusalem à Césarée-Maritime? C'est parce que Césarée-Maritime était la capitale de la province de Judée. Alors, là-bas, c'était le centre administratif des Romains. Mais le voyage de Jérusalem à Césarée était un trajet très long à faire en une seule journée. Et c'est pourquoi, exactement à mi-chemin entre Jérusalem et Césarée, il y avait une autre forteresse romaine, la forteresse d'Antipatris. Et c'est pourquoi Paul est emmené de Jérusalem à Antipatris, il est emprisonné ici, passe toute la nuit dans la ville, et le lendemain matin, il est conduit à Césarée chez Félix. Marcher dans ces rues d'origine, c'est vraiment se connecter à un passé. Tout ce que nous voyons ici, les amis, a été construit par Hérode et était déjà là à l'époque où Paul parcourait ces mêmes rues. Il y a de fortes chances que nous marchions littéralement sur les mêmes pierres que Paul a foulées en allant vers la prison. Ce qui attire le plus l'attention aujourd'hui à Tel Afek, c'est cette forteresse colossale avec ses 4 tours latérales. Mais est-ce que c'est la forteresse originale d'Antipatris où Paul a été emprisonné? Entrons-y ensemble pour le découvrir. Waouh! L'endroit est encore plus impressionnant quand on y entre. Ici à la forteresse, on peut voir la taille, la superficie originale qu'elle avait. Et je ne sais pas si vous voyez et probablement aussi entendez le nombre d'enfants qu'il y a ici aujourd'hui. Il y a toute une série de sorties scolaires qui sont venues ici et je pense que c'est aussi une bonne occasion pour nous de discuter un peu de l'éducation donnée aux futures générations. La Bible met fortement l'accent sur l'enseignement aux futures générations et surtout sur l'enseignement de l'histoire, comme nous pouvons le voir dans ces versets. Faites simplement attention, très attention, à ne jamais oublier les choses que vos yeux ont vues. Gardez-les en mémoire toute votre vie. Racontez-les à vos enfants et à vos petits-enfants. Les pierres serviront de signe pour vous. À l'avenir, lorsque vos enfants vous demanderont ce que signifient ces pierres, répondez. Ces pierres seront un mémorial perpétuel pour le peuple d'Israël. Et dans le livre des psaumes, il est également écrit ce qui suit. Mon peuple, écoute mon enseignement et incline l'oreille vers ce que j'ai à dire. Nous ne les cacherons pas à nos enfants,
nous raconterons à la prochaine génération les œuvres louables du Seigneur, sa puissance, les merveilles qu'il a accomplies. Il a décrété des statuts pour Jacob et a établi la loi en Israël. Et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants afin que la génération suivante la connaisse, ainsi que les enfants qui naîtraient encore et que, à leur tour, la racontent à leurs propres enfants. Alors, ils mettront leur confiance en Dieu, n'oublieront pas ses œuvres et obéiront à ses commandements. Mais pour l'instant, restons ici à Aphek, dans cette grande forteresse. Nous savons que les Égyptiens, les Cananéens, les Grecs, le roi Hérode et aussi les Turco-Ottomans ont construit ici à Aphek des forteresses. Mais pourquoi tous ces peuples ont-ils décidé de construire exactement au même endroit une forteresse? Qu'est-ce que cet endroit a de si spécial? Il y a deux raisons. La première, c'est que juste derrière nous se trouve la source de la rivière Ayarkon, la deuxième plus grande source d'eau de tout le pays. Et celui qui contrôle l'eau et aussi les terres agricoles ici détient vraiment un pouvoir et une domination très importants. Et en plus de cela, Tel Aphek se trouve à un point stratégique car c'est ici que passaient les grandes routes commerciales, la Via Maris, qui reliait l'Égypte à la Mésopotamie, et avec le commerce venaient les impôts et la richesse. Et c'est pourquoi, pendant 5000 ans, tout le monde voulait dominer et conquérir cet endroit. Ces murailles, cette forteresse, ont un peu moins de 500 ans, presque l'âge du Brésil. Mais pour Israël, pour Fesh, 500 ans, ce n'est vraiment pas grand-chose. Nous parlons de plus de 5000 ans d'histoire. Et quand nous marchons ici, nous voyons ce qu'il y a de plus récent à cet endroit. Mais les fouilles archéologiques réalisées au centre de la forteresse ont révélé des choses bien plus anciennes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Ce que nous voyons ici, c'est un palais égyptien vieux de 3500 ans. La question est, que faisaient les Égyptiens ici? À cette même époque où le peuple d'Israël était esclave en Égypte, l'Égypte dominait des parties de la terre promise, la terre de Canaan. Et voici un excellent exemple de cela. Ceci était un centre administratif égyptien. Et quand les gens arrivaient ici pour rendre visite au gouverneur, ils pouvaient descendre de leurs animaux et laisser les animaux ici pour boire de l'eau. Ceci est une sorte de mangeoire, donc les animaux restaient ici et la personne pouvait entrer dans ce palais colossal. Il avait 2 étages. L'étage du bas où nous sommes était fait de pierre, mais il y avait ici un 2e étage fait de briques d'argile. Mais avec le temps, les briques ont disparu. Mais nous avons ici le début des escaliers qui menaient au 2e étage. Donc, nous savons qu'il y avait au moins 2 étages dans ce palais. Et ici, à l'intérieur, on a trouvé des centaines d'objets égyptiens, comme des scarabées qui sont de petits amulettes en forme de coléoptères. On a trouvé des sceaux, de petites statuettes de dieux égyptiens, des flacons utilisés pour des huiles, des parfums, du vin. On a également trouvé des armes et des instruments de guerre comme des pointes de lance et des dagues en bronze. Et bien sûr, on a trouvé ici des inscriptions en hiéroglyphes. Tout ce que nous avons vu ici à l'intérieur de la forteresse est vraiment impressionnant. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour suivre les pas de Paul et c'est pourquoi nous ne voulons pas voir la forteresse de l'époque ottomane, mais bien la forteresse originale du roi Hérode le Grand.
la forteresse originale d'Antipatris. Et la question est, où se trouve-t-elle? Il y a deux théories. La première théorie est qu'elle se trouve exactement ici, sous nos pieds, mais qu'elle n'a tout simplement pas encore été excavée. Comme vous pouvez le voir, une petite zone ici a été fouillée, mais la majeure partie ne l'a pas été. Et cela a beaucoup de sens, car la forteresse est normalement placée à l'endroit le plus stratégique et, lorsqu'elle est détruite, elle est souvent reconstruite au même endroit en réutilisant également une partie de la structure ou des fondations originales. Cependant, ici, nous ne pouvons pas vraiment être sûrs si cela s'est produit ou non, car la majeure partie n'a pas été fouillée. Alors, est-il possible que Paulo ait été emprisonné ici, là où nous marchons? Ou peut-être qu'il a été emprisonné dans l'autre possibilité? Et l'autre possibilité se trouve justement en dehors de cette forteresse de l'époque de l'Empire turc-ottoman. Alors, voyons la deuxième possibilité. Nous marchons une fois de plus sur le sol d'origine construit par le roi Hérode le Grand. C'était le niveau de la ville à l'époque d'Hérode, de Jésus et aussi de Paul. Mais je veux que vous regardiez ceci juste devant nous. Nous voyons que la ville continue et soudain ici, ça commence à monter. On dirait une colline, une butte. Qu'est-ce que c'est? Ici, ce sont 2000 ans d'accumulation de terre, de sable, de vestiges archéologiques et aussi de plantes. La ville d'origine, elle se trouve à ce même niveau. Nous sommes absolument certaines que si nous continuons à creuser dans cette direction, si nous enlevons tout cela, nous allons révéler la ville que Paul a connue. Cependant, comme nous pouvons le voir, toute cette zone autour de nous n'a pas été fouillée. Et plus encore, lorsque des personnes qui se promenaient ici sur le site ont marché sur cette colline, elles ont regardé vers le bas et parmi les plantes, elles se sont rendues compte qu'il y avait des mosaïques. Littéralement, les mosaïques sortaient de la terre. Ils ont alors informé le ministère des Antiquités d'Israël qui est venu ici et a vérifié qu'il y avait effectivement des mosaïques à cet endroit. Et qu'ont-ils fait? Ils ont recouvert les mosaïques. Ils n'ont pas commencé de fouilles archéologiques. Ils ont recouvert la mosaïque pour la protéger pour les générations futures. Mais cela veut dire que nous avons la certitude absolue qu'il y a ici des vestiges archéologiques. Toute cette zone autour de nous est pleine d'archéologie. Tellement pleine que l'archéologie jaillit du sol. Ici même où je me trouve, c'est venu tout près de moi. Si on s'arrête ici dans un petit espace, on trouve déjà une quantité énorme de céramique. Ces céramiques, les amis, peuvent littéralement dater de l'époque de Paul, mais regardez ici, le sol est couvert de ces céramiques. Regardez comme c'est beau aussi. Certaines de ces céramiques, d'ailleurs, sont travaillées et proviennent de différentes périodes historiques. Certaines datent de l'époque de Paulo, d'autres sont postérieures ou peuvent même être antérieures. Nous allons rendre l'archéologie à son lieu d'origine. Mais pourquoi la découverte de ces mosaïques sur cette colline est-elle si importante? Parce que nous savons qu'Hérode aimait construire ses palais et ses propres édifices avec des mosaïques. Cela se voit, par exemple, dans la forteresse de Massada. Alors, se peut-il que ces mosaïques indiquent une construction hérodienne, la forteresse d'Antipatris? Alors, se peut-il que sous ces plantes soit cachée la forteresse originale d'Antipatris? Ou peut-être qu'elle se trouve à l'intérieur de la forteresse ottomane, dans cette grande zone qui n'a pas été fouillée.
La réponse est littéralement enterrée sous nos pieds. Nous devons vraiment faire preuve de patience et attendre que le ministère des Antiquités décide à l'avenir de fouiller toute cette zone et de découvrir exactement où elle se trouve. Mais je peux vous garantir que nous sommes à quelques mètres seulement de l'endroit où Paul a réellement été emprisonné pendant la nuit avant d'être emmené à Césarée. Alors ici, lorsque nous marchons à travers Aphek, nous suivons les pas de Paul. Mais pas seulement ses pas, car de nombreux siècles avant que Paul ne passe par ici, l'Arche de l'Alliance est également passée par cet endroit. Et à l'intérieur, les 10 commandements, la verge d'Aaron et la manne. Découvrons maintenant quel est le lien entre Aphek et l'Arche de l'Alliance. Allons-y. À l'époque des juges, le grand ennemi du peuple d'Israël était les Philistins. Et il y a eu de grandes batailles entre ces deux peuples. Et l'une de ces plus grandes batailles a eu lieu justement ici, à côté de nous. Cette bataille est relatée dans le premier livre de Samuel. Il est raconté que les Philistins installent leur camp ici à Apheka. Apheka est également mentionné dans la Bible. Alors les Philistins installent ici leur campement et tout près de nous, le peuple d'Israël installe son campement à Eben-Ezer. Les deux peuples sont prêts, chacun sort de son campement et il y a cette grande bataille. Et ceux qui sortent victorieux sont justement les Philistins. Ils gagnent de façon écrasante, ils tuent 4000 personnes du peuple d'Israël et le peuple d'Israël retourne à son campement sous le choc. Et ils se demandent maintenant ce qu'ils peuvent faire pour vaincre les Philistins. Et ils veulent l'aide de Dieu. Mais au lieu de jeûner ou de prier Dieu, ce qu'ils décident de faire, c'est d'une certaine manière amener Dieu physiquement sur le champ de bataille. Il est écrit que la présence de Dieu reposait sur l'Arche de l'Alliance, sur le propitiatoire. Et c'est pourquoi ils vont jusqu'à Silo, ils apportent l'Arche de l'Alliance avec les fils du prêtre Élie. Et alors, ils partent pour la deuxième bataille, cette fois avec l'Arche de l'Alliance parmi eux. Et une fois de plus, le peuple d'Israël perd cette bataille, mais d'une manière encore plus terrible. Cette fois, 31 000 soldats d'Israël vont être tués au combat et l'Arche de l'Alliance sera également volée. Les Philistins terminent cette grande victoire. Ils amènent l'Arche de l'Alliance jusqu'à leur campement, démontent leur campement et vont jusqu'à Ashdod où ils placent l'Arche de l'Alliance à l'intérieur du temple païen de Dagon. Imaginez le sentiment que le peuple d'Israël devait avoir à ce moment-là, sachant qu'ils avaient perdu ce qu'ils avaient de plus précieux par leur propre faute et sachant que l'Arche de l'Alliance se trouvait maintenant parmi des idoles païennes. Cependant, Dieu intervient alors et envoie une plaie sur Ashdod. La plaie se propage et l'Arche de l'Alliance est transportée de ville en ville jusqu'à ce qu'enfin l'Arche soit ramenée au peuple d'Israël, puis aussi en direction de Jérusalem. Quelque temps plus tard, lorsque Salomon construit le temple de Jérusalem, l'Arche y sera placée. Les Philistins ne construisent-ils pas l'Aphek, une ville comme les autres peuples que nous avons vus jusqu'à présent? Les Philistins arrivent simplement ici et installent leur camp avant la bataille. Et après leur victoire, ils démontent le camp et s'en vont. Et c'est pourquoi l'archéologie philistine de cet endroit est très très réduite parce qu'il est beaucoup plus difficile de trouver quelque chose d'un campement temporaire que d'une ville
qui a duré des milliers d'années. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'en a pas trouvé. On a bien trouvé ici des objets philistins datant du XIIe siècle avant Jésus-Christ, justement de l'époque des juges. L'histoire d'Aphek a connu beaucoup de hauts et de bas. Il y a eu des moments très difficiles et durs dans l'histoire de cette ville, comme lorsque Paul a été emprisonné injustement et qu'il est resté ici dans la ville avant d'être emmené à Césarée. Ici, nous nous souvenons aussi de la grande défaite que le peuple d'Israël a subie aux mains des Philistins. Une défaite si grande que le peuple a même perdu l'arche de l'Alliance. Mais si vous me demandez qui a gagné à la fin de l'histoire, la réponse de la victoire se trouve justement à l'intérieur de la forteresse. Et je ne parle pas des grandes murailles ni de la grande archéologie que nous avons trouvée. En fait, la grande victoire, ce sont tous les enfants qui étaient là-bas. Parce que les Philistins ont vaincu Israël dans le passé, mais les Philistins ont disparu. Les Philistins d'origine qui étaient venus de Castor sont venus ici et ont vécu ici pendant plusieurs siècles. Mais à la fin du 7e siècle avec Jésus-Christ, les Philistins ont été conquis par les Babyloniens et exilés. Et c'est ainsi qu'ils ont disparu de la scène de l'histoire. Cependant, le peuple d'Israël a effectivement subi des défaites. Le peuple d'Israël a été exilé, et même exilé plus d'une fois. Cependant, en 1948, après 1900 ans d'exil, le peuple d'Israël est retourné sur sa terre et a retrouvé une fois de plus son indépendance. Et il a également remporté la guerre d'indépendance, dont une partie des batailles a eu lieu ici à Aphek. Au même endroit où Israël a combattu ses ennemis dans les temps anciens, Israël a également combattu en 1948. Et la véritable victoire d'Israël est de continuer à enseigner aux prochaines générations pour qu'elles apprennent l'histoire de notre peuple, l'histoire d'Israël, exactement comme il est ordonné dans la Bible. Alors, la victoire réside justement dans ces enfants. J'espère que vous avez aimé en apprendre un peu plus sur l'histoire si fascinante de Tel Aphek. Je vous embrasse fort et on se retrouve à la prochaine.